Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler donc, des avancées en endovasculaire qui ont modifié nos pratiques. Et vous allez voir que sur ces dernières années, eh bien, dans le domaine de la cardiovasculaire, les innovations elles ont été assez nombreuses et les pratiques elles ont vraiment été modifiées et même bouleversées. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier à déclarer sur le sujet présenté. Donc, dans tous les domaines de la cardiovasculaire, en fait, il y a eu des avancées énormes, mais des avancées qui ne sont pas très récentes, qui remontent aux années 70 pour la plupart d'entre elles, qui sont plus récentes pour certaines autres, on va le voir tout à l'heure. Dans l'angioplastie des endovasculaires, les avancées ont d'abord été très importantes au niveau cardiaque, au niveau coronaire. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que vous verrez que les choses ont un petit peu évolué. Au niveau de l'artériopathie des membres inférieurs, maintenant, la place de l'angioplastie n'est plus à discuter. Elle a quasiment supplanté la chirurgie. Alors, il y a encore des indications très claires pour la chirurgie, mais l'angioplastie a maintenant des indications vraiment précises et claires, qui sont bien précisées. Au niveau de l'aorte, les choses ont également beaucoup évolué, puisque, par exemple, on n'opère plus du tout en urgence les ruptures de l'isthme aortique, ou de façon très exceptionnelle, et ce qui limite finalement, à l'heure actuelle, l'utilisation de l'endovasculaire pour les ruptures de l'isthme aortique, c'est par exemple l'accès à cette technique. Donc c'est l'accès aux techniques endovasculaires ou à la disponibilité du matériel. Et ce n'est pas du tout les résultats, puisqu'au contraire, les résultats du traitement endovasculaire de la rupture isthmique, ils sont excellents et ils sont nettement supérieurs à ceux de la chirurgie. Alors pour autant, pour ce qui concerne l'aorte, je ne vais pas pouvoir le détailler parce que je n'aurai pas le temps en 20 minutes, mais en ce qui concerne l'aorte, au niveau de l'aorte abdominale, on revient un petit peu sur une approche récente qui consistait à proposer de l'endovasculaire pour tous les anévrismes de l'aorte abdominale ou presque, lorsque c'était techniquement faisable. Et techniquement faisable, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un collet suffisant sous les artères rénales pour pouvoir implanter une endoprothèse. Et là, on revient un petit peu sur cette attitude, puisque en fait, les dernières études et les dernières séries qui ont été publiées sur le sujet, notamment la série de Créteil et le papier de Beckman, montrent qu'en fait, en termes de mortalité, à moyen terme, la mortalité de la chirurgie, elle est moins élevée que pour le traitement endovasculaire, avec des résultats qui en plus sont meilleurs, parce qu'il n'y a pas les complications d'endofuite et ce genre de choses. Donc on revient un petit peu là-dessus. On a notamment, le traitement endovasculaire montre ses limites dans le domaine de la horte abdominale, même si ça reste très largement utilisé avec de très bons résultats. Au niveau carotidien également, des avancées, mais qui maintenant ont très clairement montré et très précocement leurs limites, puisqu'on réserve ce traitement aux angioplasties, aux lésions des carotides qui sont hostiles, c'est-à-dire notamment les sténoses radiques, et la chirurgie reste le gold standard avec des résultats nettement supérieurs à ceux de l'angioplastie dans les autres indications. Et les trois domaines qui finalement ont le plus évolué ces dernières années, et c'est sur ces trois domaines que portera mon topo, c'est finalement des domaines où on a beaucoup de recul. Par exemple, c'est les coronaires, l'angioplastie coronaire qui remonte aux années 80, 70, 70-80. L'assistance circulatoire, vous allez le voir, où il y a des perspectives en développement. Et puis, bien évidemment, les valves percutanées qui ont modifié et qui ont bouleversé complètement les pratiques ces dernières années. Mais vous verrez que maintenant, à la lueur des premiers résultats, il faut rester relativement prudent. Alors, les coronaires, l'angioplastie coronaire, c'est quelque chose maintenant auquel on est tous très habitués, avec maintenant un bon recul. Donc, on peut vraiment apprécier les résultats. Et depuis les années, donc l'avènement de l'angioplastie coronaire dans les années 70, 77, la première angioplastie, on a assisté à un essor considérable de cette technique avec des angioplasties qui chaque année allaient en augmentant. En augmentant également avec l'évolution des techniques, avec l'arrivée des stents, avec la première implantation française en 86 par Jacques Puel à Toulouse, on a vu une explosion du nombre d'angioplasties, du nombre de revascularisations endovasculaires et du nombre d'implantations de stents. Également avec l'arrivée sur le marché des stents actifs, avec deux grandes études, l'étude Ravel et l'étude Sirius, parues donc dans le New England, qui ont montré une très nette supériorité du stent actif en termes de perméabilité à long terme
par rapport au stent nu, avec là encore une explosion du nombre d'angioplasties et du nombre d'angioplasties couvertes par stent actif. Au point que finalement on pouvait s'interroger sur les limites de ces angioplasties, sur les limites de cette revascularisation myocardique par voie endovasculaire, et que il y a quelques années, en 2008, dans un journal d'angioplasticien, on disait que finalement les limites à l'heure actuelle elles étaient vraiment très rares, et que dans quelques années, les dernières limites qui étaient des limites techniques seraient dépassées. Et finalement, on pourrait tout traiter par voie endovasculaire et il n'y aurait plus d'avenir pour la chirurgie. Alors, ce qui est très inquiétant quand on est chirurgien cardiaque, donc on était vraiment très intéressé par ces innovations. Et les innovations technologiques, vous voyez qu'elles sont très nombreuses en termes de guides, en termes de nouveaux dispositifs comme les rotablators qui permettent donc de décalcifier les vaisseaux, en termes également de techniques, puisque les angioplasticiens ont une expertise qui est absolument impressionnante, avec possibilité de dilater des lésions extrêmement complexes, de reperméabiliser des lésions parfois par voie rétrograde, avec un succès primaire qui est absolument bluffant. Et finalement, on a l'impression que toutes ces limites techniques sont chaque jour repoussées de plus en plus loin, étaient chaque jour repoussées de plus en plus loin, au point qu'on pouvait s'interroger si finalement il y avait des limites à l'angioplastie coronaire, puisque finalement, toutes les limites, les unes après les autres, trouvaient des solutions techniques qui permettaient de trouver des solutions et d'offrir l'angioplastie coronaire plus largement. Donc c'était quand même quelque chose d'assez inquiétant pour la chirurgie, mais finalement, si c'est au bénéfice des patients, tant mieux. Mais qu'en est-il des résultats? Et c'est là que les limites de l'angioplastie coronaire sont apparues. Les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que si on s'intéresse au long terme, mais vous allez voir, ou même au moyen terme, vous allez voir que clairement il y a des limites et il y a une place pour les deux techniques. Et c'est notamment ce que nous a apporté, nous a appris l'étude Syntax, qui avait été annoncée dans les années 2003-2004, un grand renfort de médiatisation dans le domaine cardiologique, notamment avec des papiers dans le New England, puisque en fait cette étude qui était financée par Boston Scientific, qui est un industriel qui commercialise des stents et du matériel d'endovasculaire, cette étude allait s'attaquer au dernier bastion de la chirurgie qui étaient les lésions tritronculaires et les troncs communs, et comparer, faire une étude de non-infériorité de l'angioplastie par rapport à la chirurgie. Cette étude, elle était multicentrique, internationale, prospective, avec un bras qui comportait un registre, et c'était déjà annoncé, elle allait annoncer la fin de la chirurgie. Et finalement, qu'en est-il? Ce n'est pas tout à fait ça, c'est même plutôt l'inverse, puisque les résultats à 1 an montraient qu'en termes de mortalité, il n'y avait pas de différence entre chirurgie et angioplastie, certes, à 1 an, mais que le taux de revascularisation itérative était nettement supérieur dans le bras angioplastie, en sachant que l'étude Syntax a été beaucoup décriée, puisqu'elle comparait ce qui était la Rolls-Royce de l'angioplastie et du stent à l'époque, qui était un stent actif en surlimus, à de la chirurgie basique avec des pontages en saphène, dont on sait maintenant très clairement que ça donne de mauvais résultats sur le long terme, et ça nous a appris notamment à utiliser maintenant plus largement les pontages tout artériels, donc avec l'utilisation d'artères mammaires. Le nombre d'accidents cardiovasculaires majeurs est également plus important dans le bras angioplastie. Tout ça, c'était à 1 an. À 2 ans, les choses se confirment avec des écarts qui se creusent. Et à 3 ans, vous voyez que les choses sont même pires. On a un taux d'infarctus du myocarde qui est nettement plus important à 3 ans dans le groupe angioplastie que dans le groupe chirurgie. C'est le double. C'est la même chose pour les revascularisations itératives, en sachant également que c'était une étude qui était faite en intention de traiter, donc les patients qui étaient angioplastiés et qui secondairement nécessitaient une chirurgie étaient comptés vivants pour le bras angioplastie, même s'ils avaient subi une chirurgie derrière. Et puis les accidents cardiovasculaires sont également plus nombreux dans le groupe angioplastie. Dans le registre, donc en rétrospectif, avec sur de plus grands effectifs, là les différences sont encore plus importantes. Et donc tout ça, finalement, ça aboutit à revenir un petit peu en arrière, ou en tout cas être plus prudent. Et en 2010, les sociétés européennes de cardiologie et de chirurgie cardiaque se sont mises d'accord et ont présenté des recommandations communes basées sur de larges méta-analyses,
Et ces recommandations, eh bien, elles ont précisé un petit peu les choses. Alors, l'angioplastie reste bien évidemment très supérieure dans le domaine de l'urgence, dans le cadre de l'urgence, du syndrome coronaire aigu, parce qu'elle est capable, ce que n'est pas capable de faire, elle est capable de, ce que n'est pas capable de faire la chirurgie, elle est capable, l'angioplastie, de revasculariser très rapidement le myocarde. Et donc, dans le SCA, elle a évidemment toute sa place. Mais sur le long terme, la chirurgie donne de meilleurs résultats en termes de perméabilité. Alors vous voyez les recommandations édictées par les sociétés européennes de cardiologie et de chirurgie cardiaque. Eh bien, c'est des recommandations de grade 1A pour l'usage de la chirurgie coronaire pour quasiment toutes les indications de revascularisation hors contexte d'urgence, sauf pour les lésions monotronculaires ou bitronculaires qui épargnent l'interventriculaire antérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui était un pas un petit peu en arrière, qui était un peu pondéré par les recommandations plus récentes de 2013, puisque c'était un petit peu, enfin, pour les cardiologues, ça paraissait un petit peu difficile de ne pas dilater toutes ces lésions, et je pense que ce n'était pas forcément d'ailleurs très bon, puisqu'il faut prendre en considération le patient, et c'est vraiment ça qu'a apporté cette étude et ces recommandations. C'est que se poser la question des limites de l'angioplastie coronaire, c'est pas se poser la question des limites anatomiques ou techniques qui peuvent toujours être un peu repoussées, surtout avec les angioplasticiens qui ont vraiment maintenant une expertise tout à fait impressionnante, mais c'est se poser la question des résultats et des bénéfices pour le patient. Il ne faut pas se laisser aveugler par le succès primaire qui est parfois bluffant, mais il faut au contraire regarder les résultats à long terme et expliquer au patient, eh bien, avec une information loyale et claire, ce qui lui apportera le plus grand bénéfice, et donc remettre le patient au centre de la discussion. Et c'est vraiment ça ce qu'ont apporté ces dernières études dans les dernières années, dans les 5 dernières années, c'est de remettre le patient au centre de la discussion, et que le travail en art team, avec angioplasticiens, cardiologues et chirurgiens cardiaques, remplace le réflexe parfois oculo-sténotico-dilatateur des angioplasticiens, qui est un peu décrié par toute la communauté cardiovasculaire. Alors, dans le domaine de l'assistance circulatoire, vous allez le voir, les innovations apportées par l'endovasculaire, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a une quand même qui était extrêmement, qui est toujours extrêmement séduisante dans le concept, c'est l'Impella. L'Impella permet, donc c'est une pompe axiale qui permet d'assister les cœurs, notamment uniquement le ventricule gauche, en pompant le sang du ventricule gauche grâce à une turbine qui est introduite par voie endovasculaire à travers la valve aortique, et d'éjecter le sang donc dans l'aorte avec des débits qui sont intéressants. Et vous allez le voir, on a toujours à disposition principalement 2 pompes. Alors il y en a même 2 autres qui sont pas encore tout à fait sur le marché. Il y a la première là, qui est l'Impella 2.5, qui permet d'assister les patients aux alentours de 2 litres. On a du mal quand même à monter à 2,5 litres, qui peut être introduit par voie totalement percutanée avec un cathéter de 12 French. Et puis les Impella 5.0 qui, elles, permettent d'assister les patients à hauteur d'à peu près 4 litres, avec par contre une introduction dans des cathéters plus gros, des cathéters de 21 French, qui là nécessitent à l'heure actuelle un abord chirurgical. Alors, les limites de cette technique endovasculaire d'assistance, qui est l'Impella, elles sont assez nombreuses. Elles sont assez nombreuses parce que l'Impella 2.5, à l'heure actuelle, elle est totalement insuffisante pour assister les patients qui sont en insuffisance cardiaque sévère. Ça, c'est très clair. Mais ça permet en urgence, à l'angioplasticien qui se trouve dans une situation hémodynamique un peu instable, et surtout avec les données de la littérature récente, avec l'étude notamment Choc, qui a montré que le ballon de contre-pulsion dans l'état de choc cardiogénique était inefficace, qui permet quand même d'apporter un soutien hémodynamique tout à fait intéressant. Et l'Impella 5.0 peut également être une alternative intéressante. Maintenant, les grosses limites de cette technique d'assistance endovasculaire, c'est l'hémolyse, d'abord, parce que ça hémolyse énormément ces machines d'assistance. Et puis c'est également la fragilité, parce que ce ne sont pas des techniques d'assistance qui sont vraiment fiables. Ça dure quelques jours, et à tout moment, la machine peut s'arrêter. Donc c'est quand même pas tout à fait aussi fiable que peuvent l'être d'autres machines d'assistance circulatoire comme l'ECMO par exemple. Et puis lorsqu'elle s'arrête, vous imaginez les complications, parce qu'une machine d'assistance qui est positionnée dans la valve aortique, lorsqu'elle s'arrête, elle ne pompe plus le sang, au contraire, elle crée une IA massive chez un patient qui est en état de choc cardiogénique, ça ne l'améliore pas beaucoup. Donc ça pose de nombreuses complications en cas d'arrêt.
D'autres complications, c'est aussi bien l'impella qui est poussé un petit peu trop loin, et puis comme c'est une pompe avec une vis centrifuge à l'intérieur, une vis sans fin à l'intérieur, une pompe axiale, eh bien, elle va pouvoir léser la mitrale. Il y a plusieurs cas décrits de broyage, enfin de section des cordages de la mitrale avec des IM massives, donc ce qui aggrave également les choses. Pour autant, l'impella a été un apport assez intéressant dans le domaine de l'assistance circulatoire, d'abord parce qu'elle a permis en urgence d'assister des patients en attendant parfois d'avoir recours à une autre technique d'assistance qui est l'ECMO véno-artériel, et qui elle aussi a ses limites. Et une des limites à l'heure actuelle de l'ECMO véno-artériel, c'est l'œdème pulmonaire, puisque lorsqu'on assiste un patient sous ECMO véno-artériel, on augmente sa post-charge. Lorsque le cœur est vraiment en défaillance massive, notamment en ce qui concerne le VG, il ne peut plus éjecter. On a une stase du sang dans les cavités cardiaques et parfois une thrombose des cavités cardiaques si on ne fait rien. Et ça, c'est un réel problème. C'est là que l'impella, par contre, a un intérêt à modifier nos pratiques, puisque maintenant, dans ce genre de situation, eh bien, on met en place, soit par voie chirurgicale, enfin, on le fait toujours par voie chirurgicale, on met en place une Impella 5.0 à travers la valve aortique avec un abord de l'artère sous-clavière et qui permet de décharger les cavités cardiaques et qui maintenant nous expose vraiment de façon très exceptionnelle par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé à des thromboses des cavités cardiaques. Donc là, c'est un apport pour nous qui a vraiment modifié nos pratiques dans le domaine de l'assistance circulatoire. Alors dans un autre registre, mais également qui est un apport direct de l'endovasculaire dans le domaine de l'assistance circulatoire, eh bien, c'est les ECMO droite-droite, c'est-à-dire les assistances ventriculaires droites spécifiques. Dans le cas d'une défaillance droite associée à un patient qui n'a donc pas de défaillance gauche, mais plus spécifiquement, ça concerne les patients qui ont une assistance monoventriculaire gauche, un HeartMate 2, des Jarvik 2000, des dispositifs d'assistance mécanique gauche. Parfois, on démasque une insuffisance ventriculaire droite et qui pose un réel problème puisque l'assistance ventriculaire gauche ne peut pas fonctionner dans cette situation. Donc, ce que l'on faisait jusqu'à il y a quelques mois encore, c'était d'anastomoser un tube sur l'artère pulmonaire pour pouvoir assister le ventricule droit, donc avec une canule veineuse qui était introduite par la veine cave inférieure dans l'oreillette droite. On pompait le sang dans l'oreillette droite, on le réinjectait dans l'artère pulmonaire grâce à un tube anastomosé sur l'artère pulmonaire et ça permettait d'assister le ventricule droit. Avec des complications, puisque parfois on avait une fuite tricuspide, avec une fuite pulmonaire, avec des complications qui étaient aussi liées à la réintervention, au sevrage de cette assistance, parce que ça nécessitait soit une resternotomie pour aller démonter le tube sur l'artère pulmonaire, ce qui est lourd de conséquences, surtout chez des patients sous assistance ventriculaire, ou bien à couper le tube à la peau et à laisser du matériel étranger anastomosé sur l'artère pulmonaire qui peut se thromboser et qui pose également d'autres complications. Donc là, ce que l'on fait maintenant, et ça c'est un apport direct de l'endovasculaire, c'est de ponctionner la veine jugulaire droite, de mettre en place un guide dans l'artère pulmonaire grâce à une pictelle et sur un échange sur guide avec un extrastif qui permet ensuite de mettre en place une canule d'ECMO, une canule longue, directement dans l'artère pulmonaire pour assister spécifiquement l'artère pulmonaire et pour assister spécifiquement le ventricule droit. C'est donc là un apport majeur pour nous de l'endovasculaire puisque ça nous a permis d'assister les ventricules droits avec de bons résultats, sans les complications liées aux assistances droites habituelles avec anastomose d'une prothèse en dacron sur l'artère pulmonaire et qui a facilité le sevrage de ces assistances qui se font par voie percutanée comme pour les ECMO véno-veineuses. Là, vous voyez sur une radio de thorax, alors on ne voit pas très bien, donc je vous l'ai mis, je l'ai stylisé en rouge la canule, qui vient de la veine jugulaire jusque dans l'artère pulmonaire, avec une canule de drainage qui est positionnée dans la veine cave inférieure jusque dans l'oreillette droite. Alors dans le domaine de l'assistance ventriculaire, à l'heure actuelle, c'est à peu près les seules innovations et les seuls apports de l'endovasculaire. Il y a des projets en cours et qui sont prometteurs, c'est de mettre en place des pompes axiales, des pompes d'assistance ventriculaire par voie endovasculaire directement au niveau de la valve aortique, mais pour l'instant c'est encore que des projets, mais ce sera probablement des innovations dans les années à venir tout à fait intéressantes. La grande innovation de ces dernières années, c'est les TAVI, sont les valves transcathétaires, les valves percutanées, qui là ont eu un véritable et ont connu un essor considérable. À l'heure actuelle, sur le marché,
deux valves sont disponibles. La valve Edwards Sapien, que vous voyez à gauche, qui est une valve qui se met sur, qui est un stent qui se déploie sur un ballon. Et puis la core valve qui, elle, est différente, puisqu'en fait, c'est une valve en nitinol qui est auto-expansible. Et on va juste sortir la valve de sa gaine pour pouvoir l'implanter à la place de la valve aortique. Donc, ces valves transcathétères, elles ont connu un essor considérable en quelques années. Vous voyez qu'on en est aujourd'hui à 60 000 implantations dans le monde. Le registre France 2, donc sur janvier 2010, octobre 2011, en France, a fait état de 3200 implantations. Et à la Pitié-Salpêtrière, on doit en être à plus de 500 implantations. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui a modifié complètement nos pratiques. Alors comment on peut choisir entre les deux techniques? La technique, comment on peut les comparer, hein? D'une part, la chirurgie, le remplacement valvulaire aortique conventionnel, qui donne quand même d'excellents résultats. Donc c'est quand même pas facile pour la valve percutanée de concurrencer cette technique qui reste la technique de référence. Et bien déjà de comparer son efficacité en termes d'hémodynamique, et vous verrez que l'Etavi donne de bonnes performances, en tout cas à court terme, puisqu'on n'a pas encore des résultats sur le long terme. En termes d'innocuité également, c'est-à-dire en termes de morbimortalité, en termes de confort pour le patient, de durabilité, de disponibilité et de coût. Alors là, c'est là que les choses pêchent un peu pour le moment, mais ça devrait évoluer dans les années à venir. Alors, une grande étude a été menée, l'étude Partner, qui a comparé sur 700 patients à haut risque, donc avec un Euroscore supérieur à 20, eh bien, la chirurgie et la valve transcathétaire. Alors là, qu'en est-il en termes de mortalité? C'est la même chose. C'est la même chose. À 2 ans, il n'y a pas de différence dans le groupe chirurgie ou dans le groupe TAVI. Les choses sont également les mêmes en termes d'Euroscore, c'est-à-dire que plus l'Euroscore, plus le risque chirurgical est élevé, eh bien plus la mortalité est importante en chirurgie, ça c'est connu, mais c'est la même chose pour les TAVI. Donc finalement, en termes de mortalité, à 2 ans, il n'y a pas de différence entre opérer un patient d'un remplacement valvulaire aortique ou implanter une valve transcathétaire. C'est ce qu'a montré donc l'étude Partner, c'est ce qu'a montré l'étude Advance, qui sont donc des grandes études menées sur les TAVI. En termes de morbidité, eh bien, vous voyez que la chirurgie donne moins de complications vasculaires, la chirurgie donne moins de complications d'AVC, en termes d'infarctus et de troubles du rythme, c'est la même chose. En termes de récupération précoce à 30 jours, la chirurgie donne de moins bons résultats. Très clairement, les patients qui ont une TAVI récupèrent plus vite. Mais vous voyez qu'à 6 mois ou à 1 an, j'en ai presque terminé, qu'en 6 mois ou à 1 an, il n'y a pas de différence. Les patients qui ont été opérés par remplacement valvulaire aortique récupèrent et n'ont pas plus de dyspnée que les patients qui ont eu une TAVI. C'est pareil pour les tests d'effort, c'est pareil pour les épreuves, pour les tests de marche. Là où les choses deviennent plus compliquées, c'est pour le suivi à long terme de ces prothèses. On ne sait pas exactement ce qu'elles donnent, ces prothèses, ces valves percutanées. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des dégénérations précoces. On en observe aussi en chirurgie, même si c'est rare, on peut en observer. Mais il y en a déjà un certain nombre de décrites pour ces valves transcathétaires. Et puis surtout, et c'est là la grosse limite, ces prothèses, elles donnent des fuites paraprothétiques importantes. Et ça, c'est ce qu'on n'observe absolument pas en chirurgie. Vous voyez que ces valves, ces fuites, elles sont importantes. Elles se vérifient, on pourrait imaginer qu'avec le temps, elles disparaissent, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Elles persistent même à 1 an. Et ces fuites, elles posent un réel problème. C'est que ces fuites, eh bien, elles sont directement liées à la mortalité. Vous voyez que les patients qui ont une fuite moyenne ont une mortalité plus élevée que les patients qui n'ont pas de fuite. Donc là, c'est clairement une des limites de cette technique. C'est d'ailleurs ce qu'a montré une étude parue dans le New England sur un registre de valves transcathétaires. Eh bien, en étude multivariée, les patients qui ont une insuffisance aortique supérieure à 2, ce qui n'est pas non plus une fuite massive, eh bien, c'était un risque indépendant de mortalité à 1 an avec un hazard ratio à 2,5. Donc c'est loin d'être négligeable. Alors, il y a en janvier dernier un papier qui est paru dans l'European Journal qui essayait de discuter la place de la chirurgie et de la TAVI, mais vous voyez que ça n'apprend pas grand-chose. Bon, c'est clair qu'un patient qui est très âgé, qui a de grandes comorbidités, on va plutôt lui proposer une TAVI, ça c'est du bon sens, et qu'un patient qui est jeune et qui n'a pas beaucoup de comorbidités, on va plutôt lui proposer une chirurgie. La vraie question, c'est entre les deux,
Qu'est-ce qu'on fait? À l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment répondre, mais ce que l'on sait, c'est que si le patient il a une espérance de vie de plus de 2 ans, eh bien, de toute façon, qu'on l'opère ou qu'on lui mette une TAVI, la survie sera la même à 2 ans, à 1 an aussi, mais qu'en revanche, en termes de performance hémodynamique et notamment ce qui concerne la fuite paraprothétique, eh bien, la chirurgie donnera de meilleurs résultats. Donc en conclusion sur les TAVI, c'est une explosion, une innovation récente et c'est vraiment ce qui a bouleversé un peu nos pratiques très récemment. On élargit progressivement les indications parce les résultats sont quand même extrêmement prometteurs, mais il faut rester tout à fait prudent dans ces indications et attendre les résultats des études en cours. Le matériel évolue, mais à l'heure actuelle, on n'a encore pas vraiment d'informations sur la durabilité. Pour information, chez des patients âgés, lorsqu'on implante une valve biologique, maintenant on a un recul, notamment sur certaines prothèses, les prothèses Edwards notamment, Carpentier-Edwards, c'est bien ces prothèses ont une durée de vie globalement d'une 20aine d'années. On n'en est pas encore tout à fait là pour les valves transcathétaires, mais on peut espérer que dans l'avenir, on ait de bons résultats. Donc pour conclure un petit peu sur l'apport de l'endovasculaire dans le domaine du cardiovasculaire, eh bien, très clairement, ce que ça nous a appris, toutes ces études, toute cette expérience sur de nombreuses années, c'est qu'il faut arrêter d'opposer l'endovasculaire et la chirurgie. L'endovasculaire sera toujours moins invasif que la chirurgie, ça c'est évident, c'est par définition. Mais ce n'est pas à des réanimateurs que je vais apprendre qu'il faut se méfier des piqûres de moustiques. C'est parfois pourvoyeur de grandes catastrophes. Et il faut plutôt que d'opposer l'endovasculaire à la chirurgie, considérer que ce sont des approches qui sont complémentaires, des prises en charge thérapeutiques qui peuvent s'associer, qui doivent s'associer, qui permettent d'avoir de nouvelles approches, des approches hybrides, des nouvelles alternatives, proposer des alternatives aux limites des traitements conventionnels que propose la chirurgie. Et il est essentiel, à l'heure actuelle, pour les équipes qui prennent en charge ces patients, de maîtriser ces deux approches. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si on veut proposer aux patients, et c'est vraiment ça qui est essentiel, la technique dont il bénéficiera le plus, il faut vraiment avoir accès aux deux techniques. Quelqu'un qui n'a accès qu'à l'angioplastie ou qu'à la TAVI, forcément sera tenté de ne proposer que cette technique. Et des chirurgiens qui ne font que des remplacements valvulaires aortiques seront tentés de ne proposer que cette technique. Et ça, c'est vraisemblable. Enfin, je suis convaincu, moi, que c'est vraiment ça qui est pas bien. Il faut vraiment pouvoir proposer les deux techniques pour pouvoir honnêtement proposer aux gens ce qui leur convient le mieux et ce dont ils tireront le plus de bénéfices. Pour information, ce n'est pas que du discours. À la Pitié, moi, il y a 48 heures, j'ai implanté une valve aortique chirurgicale à un patient de 65 ans qui va très bien. Et hier, une TAVI à une dame de 88 ans qui va très bien aussi. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment essentiel de maîtriser à l'heure actuelle tout le domaine de l'endovasculaire et que l'endovasculaire n'est pas une opposition à la chirurgie, mais qu'elle est vraiment entrée dans nos pratiques à l'heure actuelle pour le bénéfice de nos patients. Je vous remercie de votre attention.